1957, la bataille d'Alger fait rage. C'est l'épisode le plus sanglant d'une guerre anticoloniale qui commence le 1er novembre 1954 et s'achève avec l'indépendance de l'Algérie en 1962. Une cinquantaine de femmes s'engagent alors dans l'action armée au sein du FLN, le Front de Libération Nationale. Certaines participent à des attentats, d'autres posent des bombes. Ces porteuses de feu sont au cœur de la bataille d'Alger. Pendant que les troupes françaises concentrent leurs forces sur les maquis, le FLN organise la guérilla dans les villes et surtout à Alger. Aujourd'hui, je reviens sur ma terre natale à la rencontre de femmes qui ont bouleversé coutumes et traditions au nom des libertés. Parmi elles, Fatima Youdaren, dite Louisa, Fadila Atia, Fatouma Ouzegan, Zora Drif. Zora, aujourd'hui sénatrice, a 70 ans. Comment, à 19 ans, une jeune aristocrate et fille de cadi juge choisit-elle l'action armée? J'étais convaincue que le petit apport que je pouvais avoir et qui pouvait peut-être être efficace, ça n'était pas d'écrire un article, j'y croyais plus. Quand tu crois plus fondamentalement à l'efficacité de ces actions politiques, moi j'y croyais plus, eh bien c'était d'aider ceux qui allaient vraiment affronter par les armes l'armée française. Zora, membre d'une grande tribu maraboutique des Hauts-Plateaux, est en 2e année de licence en droit quand elle découvre le FLN. Quelle curieuse coïncidence. C'est bien à la fac que tout a commencé pour moi. Et puis au fond, cette flamme, ça me rappelle la fin de mon activité au sein de la Révolution. C'est quand le jour de l'arrestation, été obligée de mettre le feu à des archives qui auraient eu aujourd'hui une grande importance. Enfin, c'était les lois de la guerre. Dans cette guerre, face au FLN, il y a l'armée et une partie de la population européenne, les ultracolonialistes, qui se battent pour défendre l'Algérie française. Une bombe au cœur de la Casbah déclenche une escalade de la violence. Les ultracolonialistes ont utilisé les gens de la police parce qu'on a fait des enquêtes et on a su qui c'était, quoi. Bien, monsieur le commissaire, vous pouvez passer. Merci. Vas-y, arrête. Cette fameuse bombe rue de Thèbes, qui a été mise en pleine nuit à la Casbah, dont on sait que les maisons sont imbriquées l'une à l'autre, c'était un nombre de morts énorme, quand on sait que la Casbah était aussi surpeuplée. Et la population de la Casbah, et d'ailleurs, enfin, voulait descendre dans des quartiers européens et se venger de ce qu'ils avaient fait les autres. Alors on a harangué la foule en disant que c'est le FLN qui allait vous venger. Il fallait leur montrer qu'on possédait des armes aussi cruelles que celles de l'adversaire, de l'ennemi. Fin août 1956, le FLN crée alors un nouveau réseau, les bombistes. Et dans le premier commando, que des femmes. La Casbah est ceinturée de barbelés, la fouille est minutieuse. Je n'ai jamais vu fouiller une femme, on n'avait vraiment pas les ordres de le faire. À part la poêle à frire qu'on appelle l'appareil à déminer, à chercher les mines, mais c'est tout. Et ça, elles s'offusquaient dès qu'on leur présentait la poêle à frire dans un barrage, par exemple, pour voir si elles n'avaient pas quelque chose sur elles, qu'elles transportaient, un engin explosif, un revolver ou autre. Donc nous, on a dit, nous avons le look des Françaises, nous avons la formation des Français, nous raisonnons comme eux et nous pouvons comprendre même leur raisonnement. Donc si vous nous utilisez au sein des groupes armés, nous pouvons être
efficace et quand même sauvé beaucoup de vies de combattants de l'ALN. On a chargé l'organisation politique de recruter des jeunes filles belles qui avaient le teint un peu clair ou bien qui ressemblaient un peu aux pieds noirs, de façon à pouvoir se faufiler. Donc Samia était d'accord, Djamila était d'accord, et j'ai dit oui, je suis partante, on attendait ça depuis très longtemps. Il y avait 3 bombes à faire sortir. Et on a décidé qu'on allait prendre le look total des jeunes françaises. On s'est habillé comme s'habillaient les Européennes quand elles partaient à la plage, donc robe de plage décolletée, cheveux tirés, lumière, sacoudou. Vous allez à la plage, mademoiselle? Oui, comment le savez-vous? Oh, moi, je devine tout. Je vous accompagne? Non, pas aujourd'hui. J'ai des amis qui m'attendent. Ah, c'est dommage. On serait bien allé faire un tour avec vous. J'espère qu'on se reverra. Qui sait? On voulait rigoler un moment et pour qu'ils puissent nous laisser passer sans fouiller le sac. Au risque de choquer la société traditionnelle, si sévère à l'égard de la femme. Je vous en prie. Comme cette jeune musulmane qui touche des hommes et qui plus est des Mademoiselle. militaires. Au revoir. S'il vous plaît. Tous les gars de la Casbah qui nous ont vus défiler comme ça, ils ont compris, qu'est-ce qu'elles font. Et donc elles veulent faire passer quelque chose. Bon, Samia et moi, ils ne nous connaissent pas. Mais Djamila, il la connaissait. Et il savait que Djamila, ce n'était pas son comportement avec les patrouilles de l'armée, etc. Donc, personne n'a bronché, n'a pipé mot. Cap sur l'objectif, le Milk Bar. Juste en face des bureaux de la 10e région militaire, un défi. Zora, elle, poursuit sa mission guidée par sa foi. Et s'il était كتبتنا نموتوا ذاك النهار. Je veux dire, ça c'était dans la philosophie, c'est dans nos gènes, on a été élevés comme ça. Donc il fallait être moi-même, c'est ça qui était important. Et puis on vient, on vous dit, vous prenez quoi? Toi, tu as oublié que tu devais consommer, c'est ça. Et il fallait être naturel, et je regarde comme ça, je vois en face de moi écrit une pêche melba. J'ai dit une pêche melba. Je ne savais pas ce que c'était une pêche melba. Alors que moi, j'étais préoccupée par comment je vais faire. Et la règle qu'on s'était imposée entre nous, c'est de partir à l'extrême limite. Si on part 2 minutes avant, eh bien, il y a moins de chances qu'elle soit découverte et désamorcée que si on part un quart d'heure avant. Donc à ce moment, tu es pris dans un autre monde, le monde existe, mais tu es dans le monde de comment faire pour réussir. Pour Zora et ses copines qui opèrent au même moment dans 2 autres lieux, c'est aussi un défi lancé aux hommes. Donc en plus, pour une fois que tu étais exactement à leur niveau et à leur dans l'action, c'était important que tu réussisses. La témérité des femmes musulmanes, plutôt perçue comme étant cloîtrées et soumises, est sous-estimée. Les autorités coloniales accusent alors des Européennes communistes. On était loin de penser que des femmes pouvaient arriver à avoir une motivation aussi importante, vu le danger. À l'endroit où elles déposaient la bombe, c'était dans les lieux publics. Et on avait des amis qui étaient arrêtés, qui disparaissaient, etc. Et vous traversiez une rue, vous étiez dans cette partie d'Alger où la vie jusqu'en 1956 n'a absolument pas changé. Très gaie, très heureuse, illuminée, où tu te dis, attends, je rêve. La guerre, elle n'existe pas pour eux, elle est pour nous. Eh bien, ça suffit. Il faut que cette guerre soit une réalité pour tout le monde. Zora Drif a été une militante FLN endoctrinée jusqu'à la racine des cheveux. Celle-là,
C'était vraiment quelqu'un, un numéro. Hein. Dans cette cité de la banlieue proche d'Alger, une autre bombiste, Fadila Atia. Elle est décédée, la Hama, et je ne sais pas quoi vous dire. Hier, Fadila m'a fixé rendez-vous pour commencer notre tournage, mais elle n'est plus là. Ce soir, je cherche sa tombe dans ce cimetière. Elle repose ici, avec sa mère. Fadila, originaire de la petite Kabylie, a vécu depuis sa tendre enfance à Alger. Fadila n'a pas fait que poser des bombes. Son amie Ossine et ses cousines, Afida et Mimi, racontent le destin étonnant de cette femme. On est venu quand même raviver un peu son souvenir. Elle était un agent de renseignement du FLN. Son premier nom de code était Maïkus. Au terme de sa vie, à 70 ans, Fadila témoigne ici, à la télévision algérienne, de son engagement pour l'indépendance de son pays. 1955. Taslobi Jmea. Moi, je travaillais déjà. J'ai commencé à travailler au gouvernement général de l'Algérie. Et au gouvernement général, je m'occupais d'un travail bien précis au bureau d'ordre, au cabinet de Lacoste. C'était une espionne dans le vrai sens du terme, parce que on a découvert qu'elle captait, qu'elle récupérait tous les documents, les informations top secrets destinées à nos autorités. Ça partait dans toutes les wilayas, la zone autonome d'Alger, et c'était des informations en or, puisque c'était des documents top secrets. Des documents sortis du cabinet même de Robert Lacoste, ministre résident du gouvernement général. Le FLN a découpé le pays en 6 régions appelées wilayas, faisant d'Alger une zone autonome. À la tête de l'organigramme du FLN tel qu'il fut reconstitué par le 3e régiment de parachutistes coloniaux, une seule femme, Fadila Atia, surnommée ici Yamina. À 18 ans, Fadila est recrutée dans les services de renseignement du FLN. 1 an plus tard, le chef militaire de la zone autonome la découvre. L'organisation politique nous a signalé une fille qui travaille au gouvernement général. Elle a été contactée par un militant. Et on est resté en contact avec elle. Ali Lapointe me disait elle est belle cette fille, elle peut poser une bombe. J'ai dit non. Au départ, moi j'ai besoin de renseignement, je n'ai pas besoin de bombes. Le renseignement, ça équivaut à 10 bombes s'il y a un bon renseignement. Fadila voit des policiers abattre des musulmans dans les rues d'Alger. Aussitôt, sa détermination est sans borne. Elle se teignait plusieurs fois les cheveux. C'est obligé. C'est ramassé, court. Elle portait même des perruques. Alors, je te jure. Métamorphosée. Et elle roulait tout le temps en Vespa. Ouais, tout le temps. Ah, d'ailleurs, j'étais choquée parce que c'était rare à l'époque. Ah ouais, c'était des puces. Ah oui. Alors c'est marrant, on ne la reconnaît pas habillée en marocaine. Personne ne pouvait la reconnaître. Hein. Caméléon. Oui. Il y avait quelqu'un à la moto qui venait récupérer tous ses papiers, mais il n'a jamais vu son visage. Jusqu'à sa mort. Finalement, il est parti avec son envie de rencontrer... il était jeune à l'époque, ce gars. Les compagnons de lutte de Fadila ne souhaitent pas s'exprimer. C'est un ancien para qui va nous dévoiler l'identité de l'homme à la Vespa. Ce résistant notoire qui s'appelait Farhani Rachid, ce Farhani Rachid posait les bombes lui aussi. Et en échange de mots de passe, Fadila lui remet l'enveloppe de documents. Fadila, l'agent Maïkus, infiltre tous les milieux européens. Alors, dans Alger, elle circulait partout, avec son beau minois, habillée à l'européenne, jolie femme. Nous, avec un grand sourire, on la laissait passer.
On la prenait pour une Européenne et elle avait rempli tous ces sacs étaient remplis de documents et elle partait dans toutes les zones transmettre les documents qu'elle venait de récupérer. Celle-là, elle nous a vraiment roulé dans la farine. Moi, je dis chapeau parce que faut voir le travail qu'elle a fait, cette femme. En cette fin d'année 1956, au sein du pouvoir colonial, des complots visent à faire tomber la 4e République. Des attentats sont commis dans des églises et des temples. Le 28 décembre, l'assassinat du maire de Boufarik, Amédée Froger, met le feu aux poudres. Chasse aux faciès, ratonnade et opération commando. En face, la guérilla s'accentue. Résultat, le 7 janvier 1957, le général Massu, à la tête de la 10e division de parachutistes, fait une entrée en force dans Alger. C'est le début de la mythique bataille d'Alger, qui se jouera en 2 actes. Bijard est arrivé. Il va me falloir des hommes manœuvriers, félins, souples, résistants comme l'acier. On va les transformer. Je veux voir tout le monde en tenue camouflée, des tenues taillées, sur mesure. On va leur mettre des casquettes, la fameuse casquette Bijard. J'étais un Bijard boy, fier de l'être. Bijard, c'est le héros de Dien Bien Phu. Moi, j'avais 19 ans, il en avait 35. Il était déjà lieutenant-colonel, le plus jeune lieutenant-colonel. Nous, on s'est dit, oh, c'était un dieu. Il était auréolé de gloire, il était le plus décoré. Et c'est à devenir notre chef. Comment voulez-vous ne pas être en admiration devant un monument? Mitterrand, Lacoste, Guy Mollet, Max Lejeune, tous ces gens-là, c'était employer tous les moyens. Il nous faut des résultats le plus vite possible. Vous avez carte blanche, il n'y avait pas d'ordre écrit. Vous êtes les plus forts, vous êtes les plus beaux, il faut absolument qu'on ait une victoire, il faut faire employer tous les moyens. Vous êtes couverts, pas de problème, vous êtes couverts. Une semaine plus tard, c'est parti. La Casbah, jusqu'alors inaccessible, est prise d'assaut par des milliers de parachutistes. En tête de peloton, les Bijard Boys. Derrière ces murs se cache Zora, soumise à la clandestinité depuis son attentat du Milk Bar. Moi, quand je suis rentrée à la Casbah, on est venu me dire « Ça y est, tu es identifié, tu es recherché ». Et pour moi, la Casbah, c'était les lieux malfamés. Alors, la nuit, j'ai passé à me dire « Mon Dieu, ma mère va savoir que je vais à la Casbah, c'est que des bordels et je vais dormir dans un bordel. » Alors, imagine ce que c'était. Ici, des combattants de milieux diamétralement opposés cohabitent dans un esprit de fraternité, ne connaissant parfois l'un de l'autre qu'un pseudonyme. Or, ce que j'ai découvert quand je suis rentrée dans cette maison de la rue de la Grenade, c'était la beauté, l'harmonie, l'équilibre, c'était l'éclaboussement de soleil. C'était une maison de marbre et de fer forgé, d'ardoise, et puis il y avait des plantes dans tous les coins. Moi, ça a été vraiment un choc. Zora vit ses premiers mois à la Casbah dans cette maison que la presse coloniale qualifie d'Olympe du terrorisme. Et pour cause. Ici se trouve le laboratoire de fabrication de bombes. Et dans la nuit du 14 au 15 janvier, Zora subit dans son havre de paix la plus terrible des perquisitions. Ils ont d'abord sorti les hommes. En fouillant, ils ont trouvé une corde à linge dans la fenêtre là-bas. Ils l'ont coupée en plusieurs morceaux. Ensuite, ils ont sorti tout le monde des chambres. Avec la corde à linge, ils ont ligoté chaque homme à une colonne. Ils sont montés au premier étage. Ils ont branché des fils électriques et ont appelé les hommes, un à un. Après la torture, les hommes étaient balancés par-dessus la balustrade et jetés dans la chambre du fond, là-bas. Et ils étaient tout nus. C'était quand même des méthodes très poussées. Et il n'y avait pas de sentiment à faire. On employait même la brutalité, mais il fallait absolument qu'on récupère les personnes qui étaient recherchées par tous les moyens.
Et nous, les femmes, on nous a regroupés dans cette chambre-là, avec un militaire de chaque côté de la porte pour nous surveiller. Pendant ce temps, on mâchouillait les tracts. On n'en pouvait plus d'avaler des tracts. Ils ont posé des armes lourdes dans le patio. On croyait qu'ils allaient nous mitrailler. Zora est recherchée. Elle craint le pire. Elle disait à ma grande sœur, « Leila, attention, il faut dire que je suis votre fille. » Zora Drif et Hassiba Ben Bouali, il fallait les déguiser. Alors on leur a mis un foulard pour passer inaperçu. Et puis, on est restés comme ça, serrés les unes aux autres dans cette chambre. Je ne me sentais pas ni isolée, ni perdue, ni traquée. Au contraire, je me sentais protégée parce qu'ils étaient extrêmement vigilants autour de nous. Ils n'ont pas découvert la cachette ce jour-là. À l'aube, Yassef Saadi est parti. Par ces escaliers, Yassef, Zora et les autres rejoignent de terrasse en terrasse un nouveau refuge. Effectivement, on passait d'une maison à une autre et souvent quand vous passiez sur l'autre terrasse, vous vous trouviez à une rue ou deux rues de la maison où vous étiez. Ceux qui étaient dans notre stratégie de lutte avec l'armée française, un élément essentiel. La tension monte. De son côté, Fadila est dans le collimateur des paras et de la DST. Même dans Alger, il y avait des opérations top secret qui étaient prévues. On s'apercevait qu'ils étaient déjà au courant. Comment? Il n'y a personne d'autre que Robert Lacoste et les autorités Bijar ou autres connaissaient ce qu'on allait faire le lendemain. Il y a qu'elle qui pouvait le savoir. Il y avait même un membre du cabinet de Lacoste qui lui avait demandé, en lui disant, écoute Fadila, si tu as des problèmes, s'il te plaît, on est là, on peut t'aider parce que tu sais qu'en bas de l'escalier, en bas de la porte, je veux dire, il y a deux inspecteurs de la DST qui sont là. Alors donc, si tu as fait quelque chose, s'il te plaît, dis-le nous, hein, comme ça je peux t'aider à sortir par la porte de derrière. Je dis, comment ça? Moi, jamais. C'était une femme très intelligente et un peu intellectuelle. Donc elle réfléchissait bien, mais elle savait ruser pour nous échapper. Mais sa ruse ne suffit plus. L'étau se resserre. Fadila, la taupe, sort de l'anonymat pour passer à l'action armée. À ce moment-là, on lui a envoyé Drif Zora, qui est allé la voir, pour lui demander si elle était capable de poser une bombe. Elle a dit oui. Et c'est ainsi qu'on l'a inclus dans le réseau des bombes sans qu'elle connaisse d'autres filles. Et elle a posé la bombe du 26 janvier 1957. Cette mission périlleuse expose Fadila à un danger inattendu. Celui de passer pour un agent double aux yeux de ses compagnons du FLN. Le principe rigoureux du cloisonnement ne permet pas le passage d'un réseau à l'autre sans risque. Mais Fadila agit sans se poser de questions. Vous voulez un autre martini? Je suis rentrée, je n'ai pas été fouillée. Donc je me suis installée, les besbillal. Bon, j'étais en train de siroter mon... À 5 heures, dès où il dit le raché. Les Kharjmsi, les Makhraj, l'Askar, Nsara, mais la plupart des Européens. Hein. Il y avait très peu d'Algériens. Il y avait une table, malheureusement, à côté de moi. Il y avait un Algérien au milieu, avec des filles et des militaires. Qu'est-ce que je vais le faire? Je vais lui demander de sortir. Il a tant pis. Déjà, il y avait du monde, je ne pouvais pas la glisser. Je me suis levée, j'étais au vestiaire, aux toilettes. Ah, j'ai regardé, j'ai dit, ça ne fait pas de dégâts ici. Je suis ressortie avec ma bombe. Je me suis réinstallée à ma table. J'avais personne avec moi. Il n'y avait personne là. Bon, j'ai demandé au garçon de payer.
d'encaisser le truc. Et puis, j'ai dit, ah, il était 5h15. 5h15, j'avais toujours la bombe sur moi. J'ai commencé, il y avait un truc comme ça. Il y avait un fauteuil, j'étais comme dedans. Puis j'ai commencé doucement, je regardais autour de moi. Tout le monde était affairé. Ado les embrassades, ado, les gens étaient loin d'imaginer qu'il allait y avoir une explosion. Hein. Moi, la première, je ne savais pas ce qui allait se passer. Hein. J'ai pu la glisser. Et hop, elle remonte à son bureau à côté de tout un staff de policiers, de choses, et passée totalement inaperçue. Il faut avoir beaucoup de sang-froid, de faire ça de façon tranquillement, sans état d'âme, sans rien. Les états d'âme, c'est toujours pour nous, jamais pour eux. Eux, ne nous ratez pas. Pour prouver sa légitimité à l'Assemblée générale des Nations unies, le FLN décide une grève générale de 8 jours. Le 28 janvier 1957, premier jour de la grève, une répression terrible s'abat sur les quartiers arabes et surtout la Casbah. Objectif, briser la grève. Et carte blanche, ça voulait dire que ramenez-moi des renseignements. Le capitaine, il nous faut des renseignements, il faut arrêter des gens, il faut ramener-nous des armes. Celui qui ramenait des armes, hop, il pensait à sa médaille. Il pensait. Alors, on était isolés. Il y a eu des bavures. Des milliers de suspects sont arrêtés, des centres de tri ouverts et la torture systématiquement pratiquée. On dénombre 4000 disparus. Parmi eux, le mari de Fatouma, torturé lui aussi, avant de disparaître. Alors imagine comment j'ai trouvé mon mari, vous savez, ils l'ont pendu et tout ça. Il était méconnaissable. Et quand il m'a vu, il était tellement choqué qu'il m'a pris comme ça dans ses bras et qu'il s'est mis à pleurer. Et puis lui, pendant un mois, j'ai pu le voir comme ça tous les jours. Donc je me dis que jusqu'à la dernière minute, il a eu quand même, il a espéré être parmi les survivants. D'ailleurs, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je continue à me battre pour que la justice elle soit faite. On a été obligé de supprimer pas mal de personnes du fait que partout il y a eu des disparitions. On a eu des disparitions. On a eu des militaires qui ont disparu. C'était des ordres. Raymond Cloarec fait partie du peloton Fana, des fanatiques convaincus de bien faire. En pratiquant la torture, les exécutions sommaires et la répression sans relâche, les soldats obtiennent des décorations, des citations et ont même droit à des concerts de musique. Je dis à mon lieutenant, mais les gars demandent pourquoi on nous a distraits avec ce violoniste. Il m'a pris à partie, il m'a dit, écoute, vous savez, Cloarec, il faudra que vous rappeliez plus tard que vous étiez des êtres humains, on vous considère comme tels, il n'y a pas que ce que vous faites actuellement, la vie c'est autre chose. Moi, des fois, je me réveille, je repense à certaines scènes. Et croyez-moi qu'on n'est pas tranquille. Moi, je pense que le jour où je serai mort, c'est la mort qui va me libérer. Je sais que j'attends ça parce que je sais qu'enfin mon cauchemar va s'arrêter. Dans ce maelstrom de la violence, l'étau se referme sur Fadila. Sa mère habitait Koupa, puis moi j'étais chez eux quand les parachutistes sont venus l'arrêter. Et ils ont frappé mon oncle, ils ont ouvert les matelas, ma tante et tout. Et elle, derrière, justement, il y avait la Vespa, derrière la maison. Et c'est là où elle a pu se sauver. Fadila est envoyée définitivement au Maroc, auprès des responsables du MALG, le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, l'embryon des services secrets algériens d'après-guerre. Et pour sa famille, qui ignore tout de ses activités, elle part en vacances chez son oncle à Rabat.
Dans sa fuite, Fadila transporte une valise de transmission. Même dans le train, elle s'est fait draguer par deux jeunes militaires français qui étaient là et qui l'ont aidé à sortir de la gare et qui l'ont aidé à arriver jusqu'à son oncle. Et son oncle encore, c'était très curieux, étant donné que son oncle il faisait partie du FLN du Maroc, l'ayant vu venir encadré de deux militaires français, il s'est dit, tiens, c'est curieux, bon, on m'a envoyé une traître ou c'est quelqu'un qui va venir m'espionner. Et elle a été très sérieusement réprimandée par son oncle. Pour mener à bien sa mission d'agent secret, Fadila doit parfois se conduire d'une manière qui n'est pas du goût de la société musulmane traditionnelle. Elle, qui déteste l'odeur même de l'alcool et de la cigarette, doit en accepter l'usage pour les besoins de sa mission, et ses compagnons de lutte le savent. Fadila a fait son choix, affronter le regard des siens sans déroger à la règle d'or, le silence. Elle faisait du porte-à-porte, elle allait dans les maisons, faisait du social, s'occupait des bébés, tu sais, une couverture. Une couverture, oui. Donc les frères, comme il disait, l'avaient placée en tant qu'éducatrice et ça lui allait bien. Les Marocaines l'adoraient. Et elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et souvent, elle ne dormait pas à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle était partie pour 100 km de ci, 50 km de ça. C'est ça. Où tu étais, elle disait non, j'ai rencontré une amie, on m'a invitée. Enfin, elle essayait de raconter n'importe quoi. Elle avait une mauvaise réputation, en fait. Et surtout à l'époque, les filles ne sortaient pas seules, elle sortait, elle nous disait qu'elle allait danser, qu'elle allait en brasserie et tout ça, on était étonnés. Papa, d'ailleurs, il lui avait demandé des excuses, etc. Ah ben quand il a su. Ben oui, quand il a su en 62. Fin février 1957, les paras obtiennent des résultats. Le FLN est affaibli à la tête même de son organisation. 80% des hommes manquent, il faut se remettre à flot. Et c'est comme ça que peu à peu, moi je me suis retrouvée en vérité au niveau à travailler directement et en ayant de vraies responsabilités, si je puis dire, avec Yassef. Ainsi, Zora, Jamila et Asiba deviennent membres de l'état-major de la zone autonome. Quant à Fatouma, elle prend la relève de son mari en mars 1957. Sa disparition a nourri sa haine et sa passion pour le combat. Et il y avait un démantèlement tellement fort. Les hommes, ils étaient tous planqués ou tous disparus. Moi, je pouvais passer comme je suis avec un oncle qui était formé, préparé, qui m'a préparé. Et bien sûr que sur Alger, j'ai fait un travail de titan. Parmi les 4 porteuses de feu, seule Fatouma est mère de famille. Son oncle, ancien secrétaire général du Parti communiste, est conseiller à la direction collégiale du FLN, le CCE, qui va mandater Fatouma. Sa mission, transmettre leurs directives et coordonner les actions politiques et militaires dans la capitale. J'ai repris la réorganisation de la bataille d'Alger sur le plan politique, sur le plan de l'action, sur le plan des femmes, avec les hommes, réorganiser les réseaux. Il fallait relancer les activités dans Alger et sa banlieue, une lourde responsabilité pour une femme dans une société d'hommes. Fatouma doit alors montrer patte blanche. Eh bien sûr qu'ils ont trouvé anormal que moi, je puisse être responsable et que je puisse avoir repris des activités qui étaient données seulement aux hommes. Fin mai 1957, on croit la bataille terminée quand 2 soldats abattus sont vengés par leurs copains qui font un carnage, 80 civils tués. Les troupes de Bijar reprennent du service et le FLN reçoit des renforts des wilayas 3 et 4. Avec des maquisards endurcis par les bombardements, le napalm et les cantonnements de population, la guérilla se radicalise. La deuxième partie de la bataille d'Alger commence. Parmi ces combattants venus des maquis, Fatima Youdaren dite Louisa. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec elle,
devant la stèle de son chef de réseau tombé au champ d'honneur le 12 décembre 1957. À 5 heures du matin, ils ont dynamité la maison qui lui servait de refuge, ici. Khalifa Boukelfa a riposté jusqu'à la dernière balle. Le lendemain, ils ont encerclé notre quartier, Kouba, et ils nous ont arrêtés, les 27 membres du réseau. Combien de femmes vous étiez dans les 27? Les femmes, je suis la seule. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est l'atteinte à la pudeur. On nous déshabillait entièrement devant les hommes pour nous torturer. Mon petit frère, qui avait 14 ans, leur a dit « Pourquoi vous ne me torturez pas dans une autre pièce, séparée de ma sœur ?» Ils ont répondu « C'est pour vous aider à parler. » On approche de notre ancienne maison, qui était un refuge pour les Moudjahidines, un lieu de réunion et de préparation des actions. C'était ça notre maison familiale. À 14 ans, Louisa est recrutée au FLN par son père. C'est ici que j'ai découvert le djihad et la révolution. Et c'est ici qu'on a fait la guerre. À 15 ans, elle devient agent de liaison et transporte des armes. Que vous rappellent ces lieux? Je vais vous dire ce que ces lieux me rappellent. C'est comme si je revivais aujourd'hui la révolution. Ça me rappelle trop de choses. Tout remonte à la surface. Les heures à faire le guet, les perquisitions, la torture subie par son père dans cette maison. Mon père a mis ses grilles en béton pour surveiller discrètement l'arrivée des militaires et pouvoir cacher rapidement les documents et les armes. Lorsque mon père ne savait pas où cacher des armes, des tracts ou des documents importants, il me les mettait dans un couffin et me demandait de sortir en escaladant le mur des voisins. Après le passage des militaires, je revenais à la maison. À 16 ans, Louisa est déjà moudjahida, combattante dans les maquis. Sa mission, attaquer des casernes pour débaucher les jeunes appelés musulmans, détourner des armes et des tenues de combat. À Alger, début juin 1957, elle devient fidaya, combattante en zone urbaine. Elle a tout juste 17 ans. Et ce n'est pas facile d'être fidaya. Quand une jeune femme encore adolescente porte sur elle une arme, collée sur son ventre, à votre avis, elle a peur ou non? Eh bien non, sinon elle ne le ferait pas. J'ai vu ma propre mère porter mon petit frère sur son dos et placer des armes entre son dos et le bébé, ce qui prouve que cette femme n'a peur ni pour elle, ni même pour son enfant. Fatouma aussi utilise son fils de 4 ans pour passer à la Casbah les messages et documents enfilés dans ses ourlets de pantalon. Et alors, je lui dis, attention, hein, papa est disparu, et si le militaire, il vient vers toi, attention qu'il te touche, parce que aussi ta mère, elle sera aussi disparue. Je monte la rue Porte-Neuve, je tourne vers la rue de la Grenade, et tout d'un coup, je tombe sur un truc de militaire. Mon fils ici, il m'y a hurlé, comme pas possible. Le militaire dit, j'ai dit, non, vous savez, il a une peur terrible des militaires. Donc, voilà comment que on a pu avancer. Dans le FIDA, on ne doit jamais trahir, ni avoir peur, ni faire marche arrière. On ne doit pas avoir peur de mourir parce qu'on côtoie la mort tous les jours. On fait don de notre vie à la grâce de Dieu. Avant de partir en opération, est-ce que vous faites une prière en particulier? Lorsqu'on s'apprête à sortir pour une action, on doit être très calme. Parce que si on est nerveux, on risque de commettre des erreurs.
Alors on implore Dieu et on s'en va. Cependant, en ce qui me concerne, j'avoue que mon cœur battait si fort qu'on pouvait entendre les palpitations de loin. La peur est là quand même. Nous sommes des êtres humains. La peur est là. Néanmoins, en nous rappelant qu'on va mourir en fidaï ou fidaïa pour la patrie, alors la peur disparaît. Dans la bataille d'Alger, Louisa est membre d'un commando de choc. De toute manière, fallait pas le prendre au sérieux. Comme Zora et les autres, le voile blanc devient un allié dans la guerre. Louisa est femme Beretta, un surnom donné par les paras aux musulmanes qui participent aux attentats à l'arme de poing. Tu sais pas qu'il faut jamais toucher à une de leurs femmes? Celui qui tire et celle qui porte l'arme font la même action, n'est-ce pas? Cette femme va pour tuer. Donc pas d'attentat sans l'aide de la femme qui porte le pistolet dans son couffin et suit le fidaï qui prend l'arme juste pour tirer et la remet immédiatement dans le couffin. Après chaque action, je me dis, ça c'est pour un tel, mort sous la torture, pour un tel autre exécuté. Je pense surtout à la fidaïa Ourida Medad, que ces tortionnaires ont défenestrée. Ils ont prétendu un suicide alors qu'elle était déjà morte sous la torture. Retour à la Casbah, aux 3 rues Caton. Lieu devenu symbole de la lutte de libération nationale à Alger. Fatouma vient se recueillir. Ici, Zora et Yassef sont arrêtés le 24 septembre 1957, une date qui va marquer, pour Massu et ses hommes, la fin de la bataille d'Alger. Chez nous, on dit le mot raha. Eh bien, ce jour-là, et qui était le dernier jour qu'on allait passer en liberté dans cette maison, du fait de la maladie et de l'état de Yassef, qui était vraiment un peu semi-inconscient, moi j'ai passé une journée fabuleuse, une journée normale avec Oriti dans une maison normale. On a fait la cuisine, etc., etc. Et il y a eu un signal d'alarme qui, si Yassef avait été dans son état normal, aurait entraîné notre départ immédiat de la maison d'Oriti. C'est que nous attendions un courrier à 5 h de l'après-midi. Et quand l'agent de la liaison est allé dans cette truc, il n'a pas trouvé de courrier. Et ça, c'était un signal. Je suis allée le dire au frère, bien sûr. Mais la réalité, il n'était vraiment pas. Il a dit, bon, écoute, laisse, on verra ça demain. Et le on verra ça demain a fait que le lendemain, nous étions entre les mains de Godard et de Massu. Donc, Zahra était avec la maîtresse de maison ici. Et la maîtresse de maison s'est rendue compte tout d'un coup que la maison commençait à être encerclée. Elle a demandé vite, à Zahra et puis à Yassef, de courir très vite et d'aller vers la cage qui est là. En fait, c'était le piège absolu, parce que ça n'était pas un endroit qui pouvait permettre, dans le cas où on était découvert, en tout cas d'essayer de se défendre. L'architecture de ces maisons en labyrinthe n'est plus un secret pour les paras. Leurs méthodes ont permis de découvrir 120 caches et une cinquantaine de passages secrets. Alors, ils bloquent une issue et prennent à revers le commando par cette autre sortie. Et surtout,
Dans ce refuge, il y avait pas mal d'archives. Et en ramassant dans le noir ces papiers, je trouve une grenade qui était restée comme ça. Parce qu'on n'avait pas d'armes. Yassef avait un chargeur de maths et il y avait un petit revolver. Donc je lui ai donné, pendant que je lui donnais la grenade, moi j'ai commencé à brûler les papiers. Zora affronte pour la première fois les projecteurs des photographes et des caméramans. Le courrier attendu devait répondre à la demande d'aide en armes et explosifs adressée à la direction collégiale du FLN, le CCE. En fait, le messager a parlé sous la torture et Zora l'a compris. Zora et Yassef se rendent pour protéger leurs compagnons retranchés dans une cache juste en face, aux 4 rue Caton. Alors voilà le 3 rue de la rue Caton, et voilà le 4. Et là, vous vous rendez compte que les maisons sont collées les unes contre les autres. Le dernier carré de résistants est dynamité par les paras 2 semaines plus tard dans un autre refuge. Dans cette prison, Zora finit sa course. Sa condamnation à mort est commuée en 20 ans de travaux forcés. Elle est libérée à l'indépendance en 1962. C'est l'endroit où la guillotine était posée, et puis c'est là où les frères ont été exécutés. D'ailleurs, vous avez le nom de tous ceux qui sont morts à cet endroit. Donc le sang a imbibé cette terre, et avec la date de leur exécution. Quand il y avait les frères qui accompagnaient le supplicié, quand nous entonnions très fort des chants patriotiques, ce qui se passait ici à l'intérieur de la prison était tout de suite connu dans la Casbah. Parce que la Casbah est très proche d'ici. Et par conséquent, à ces moments des exécutions, eh bien, toute la Casbah était enlevée. Le you-you en même temps un signe de joie, le you-you. Donc il y avait aussi le message net, bon ok, on meurt mais on gagnera. 3 mois plus tard, Fatouma et Louisa sont écrouées et confrontées lors d'un interrogatoire. Et moi je me suis dit, bon, de toute façon on est là, on ne va pas sortir vivant. D'ailleurs je disais, Louisa, écoutez, pas la peine de te faire d'illusions. Là, ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils nous assassinent. Alors autant partir relax. Il n'y avait que Fatouma en face de moi. Elle a tout nié de notre relation et demandé « Alors pourquoi nous confronter ?» Ils nous ont donc libérés. J'ai promis à Fatouma de redoubler d'ardeur à ma sortie. La violence que j'ai vue exercer par les militaires, les atrocités de la torture que j'ai subies, toutes les personnes mortes sous la torture, les humiliations, la violation de notre dignité. Alors, en sortant, je suis devenue une vraie dure. J'étais devenue comme un chien enragé. Il fallait que je me venge. Le 11 décembre 1960, une manifestation populaire conduite par des femmes est suivie dans tout le pays. Zora l'a conçue avant son arrestation. Fatouma et sa bande l'ont préparée. Pour l'armée française, la bataille d'Alger est bel et bien terminée. Elle aura duré 10 mois. Mais la guérilla urbaine ne s'est jamais arrêtée à Alger. En décembre 1960, Fatouma rejoint l'état-major de l'ALN en Tunisie. Sa tête est mise à prix par les ultras, devenus l'OAS. Louisa, elle, continue son combat entre la capitale et les montagnes de Kabylie jusqu'à l'indépendance du pays en 1962.
Aujourd'hui, dans une maison de la Casbah, et à l'occasion du 8 mars, fête des femmes, la télévision algérienne organise une émission pour leur rendre hommage. Les femmes ont fait presque plus que les hommes. Les femmes ont conseillé les hommes. Elles les ont épaulés, elles leur ont ouvert des voies. Pendant qu'ils devaient se planquer, après la grève des 8 jours, ce sont surtout les femmes qui faisaient les liaisons. Transporter les armes, poser des bombes. Il fallait 6 femmes pour qu'un homme puisse être responsable. Et hélas, qui en témoigne? Les femmes sont sorties pour lutter contre le colonialisme, contre l'injustice, la violation des droits, contre l'exploitation du pouvoir colonial. Alors à tout ça, la femme a dit non. Je sors me battre à la grâce de Dieu pour ma patrie et pour moi. Eh bien, moi, j'ai eu ce privilège de faire partie de cette génération qui est le produit des luttes de toutes les générations depuis 1830. Et d'avoir pu participer, même très peu, à la reconquête quand même de la dignité et la souveraineté de mon pays. Fadila, Zora, Louisa et Fatouma, ces femmes qui m'ont confié leur histoire, ces femmes que la guerre a transformées en porteuses de feu, auraient sans doute préféré bercer un enfant dans leurs bras, enveloppées par la douceur des senteurs de la Casbah. Mais en sacrifiant leurs rêves, elles ont aussi participé à l'évolution de la femme dans la société algérienne.